Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à Gilles Ancel de nous recevoir. Merci à Niort, merci à la Maïf. Donc on va vous parler de participatory budgeting dans un comité de direction métier. Merci aux partenaires. Donc le lien vers le klaxon, si vous voulez le scanner. Pour donner une petite note à la fin de la réunion ou poser vos questions. Alors, on va vous parler de participatory budgeting dans un comité de direction métier avec au départ nos problématiques, quels étaient nos besoins, ce qu'on a fait, le résultat qu'on en a obtenu, un petit retour d'expérience sur ce qu'est cette séance de participatory budgeting, ce qu'on en retient, ce qu'on en retire, les axes d'amélioration, etc. Et puis un an plus tard, puisque c'était il y a un peu plus d'un an, le premier bilan et surtout la déclinaison de ce fameux participatory budgeting, qu'est-ce que ça donne, etc. Alors, qui sommes-nous? Je suis Tony Gilbert, je suis consultant interne. J'apporte des conseils et des appuis à la direction au sein de programmes entre guillemets de transformation interne à la Massif et j'appartiens à la direction stratégie et performance. Et moi je suis Jérôme Vossel, je suis responsable du pilotage des projets à la direction finance épargne de la Massif, qui est la filiale assurance vie et banque crédit de la Massif. Voilà. Nos problématiques et besoins de départ. Alors, ce qu'on a cherché à résoudre, comme beaucoup de directions, c'est qu'on a un grand nombre de projets qui sont trop conséquents par rapport au budget alloué. Donc on a souvent 15, 20, 30, 40, 50 initiatives et on peut en financer qu'une dizaine ou une quinzaine. On avait aussi besoin d'un alignement clair. Donc l'objectif c'était qu'on ait des choix et surtout des renoncements sur les années à venir de la part de nos directeurs. Ensuite, on avait besoin d'un alignement clair et d'une adhésion sur les choix d'investissement au plus haut niveau, afin que ce soit un collectif qui propose quelque chose plutôt qu'une somme d'individus qui chacun impose quelque chose. C'est très important pour nous et en l'occurrence le comité de direction du MFE, on avait cette possibilité de réunir l'ensemble des directeurs pour pouvoir avoir cette adhésion. Et enfin d'avoir des budgets plus réalistes et surtout plus réalisables avec une prise en compte de la capacité à faire et de tendre vers une réduction du risque de surcharge des équipes à la fois IT et métiers, et ainsi d'obtenir une meilleure prédictibilité de nos plans projets sur l'année N+1 et sur l'année N+2 et N+3. MFE, Massif Finance Épargne. Ouais, pardon. Donc ce qu'on a fait, on a fait un participatory budgeting. Donc c'est vrai que quand on évoque ça, c'est un peu un terme un peu barbare. Donc un quoi? Qu'est-ce que c'est que ce participatory budgeting? Alors c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis longtemps. En politique, ça existe notamment au niveau des régions, au niveau des collectivités. Donc c'est plutôt budget participatif et que ça a même été au sein de différents programmes de campagne électorale. Dans le monde produit, ça existe effectivement dans les concepts produits, les services, etc. Ça s'appelle le buy a feature. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un exercice professoral de décrire ce que c'est le buy a feature, mais en tout cas, si vous voulez vous renseigner, c'est issu de cette méthodologie. Et évidemment, ce qui nous réunit aujourd'hui, ça existe au niveau des portefeuilles d'entreprise pour les budgets d'investissement et les priorisations des initiatives. Donc le fameux participatory budgeting. Donc, au niveau du contexte, pour la préparation, on revient un petit peu en arrière, on est en mai 2022 pour la préparation de notre plan projet métier 2023. Pour faire ça, j'ai donc réuni l'intégralité des métiers en leur disant voilà, c'est quoi vos initiatives? Qu'est-ce que vous voulez faire sur l'année, sur les années à venir? Et donc pendant plusieurs semaines, je leur ai dit bah voilà, rédigez-moi tout ça. J'avais préparé des petites fiches pour dire voilà ce qu'on peut mettre dans une fiche, la description, le pour qui, le pourquoi, les ROI et gains attendus et les risques à ne pas faire, puisqu'on pilote aussi souvent par le risque à ne pas faire. Et enfin, des indicateurs de complexité technique et fonctionnelle. Ceux-là, je les ai plus préparés avec les équipes IT. Une vision calendaire, une vision soit sur le type d'investissement, puisque je ne sais pas comment ça marche dans vos entreprises, mais nous, on a 3 types d'investissements, stratégiques, réglementaires ou BAU, business as usual,
sur l'évolution continue. Et en fonction du type d'initiative, le poids n'est pas forcément donné de la même manière. Donc ils ont rempli leur petite fiche et puis ensuite voilà, on a mis avec Tony pas mal d'ateliers pour se synchroniser, pour préparer les supports, pour apprendre l'intégralité des fiches, puisque vous allez voir il y en avait quand même pas mal d'horizons très différents, des répétitions et puis après le grand jour. Donc les entrants, pour faire tout ça, on avait un contexte business, donc c'est-à-dire premièrement définir un budget global à la fois IT, MOA et stratégique pour pouvoir faire l'ensemble des initiatives. La liste des sujets adressés, donc moi j'en avais 41 d'horizons différents. La grande complexité, ça a été effectivement de pouvoir pitcher tous ces sujets pour pouvoir bien les donner au comité de direction, puisque les directeurs, que ce soit le directeur du juridique, le directeur de l'actuariat, n'ont pas forcément connaissance des projets des autres. Donc il fallait réussir à les vulgariser. D'estimer le coût prévisionnel de chaque sujet, très macro, et de répartir le budget pour travailler sur les sujets phares, puisque sur les 41 sujets, il y a certains sujets que je ne souhaitais pas adresser au comité de direction parce que voilà, on estimait soit qu'ils étaient petits, soit qu'ils n'avaient pas forcément de position à avoir, et comme leur temps est précieux, j'ai donc volontairement diminué cette liste en disant voilà, moi je vous assure que je peux vous faire tel et tel sujet, les autres je vous demande de vous positionner. Et puis donc ça m'a permis en choisissant des investissements et l'instruction de sujets stratégiques, de sanctuariser des enveloppes d'amélioration continue, chose qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant, pour avoir justement travaillé sur les gros sujets et permettre d'avoir des quick wins rapidement sur d'autres sujets. Et puis enfin, rappeler les adhérences et les prérequis, puisqu'on est dans un écosystème fortement contraint régulièrement. Donc là, en l'occurrence, nous, on est sur un programme actuellement de refonte de SI. Donc ce programme de refonte de SI prend une grande capacité à faire des équipes, et donc on en a moins pour traiter des sujets stratégiques. On a des jalons à respecter, donc nous on fonctionne en release, on en a 4 par an. On fait un petit peu d'itératif, mais on a quand même des jalons de cycle en V. Et enfin, la prise en compte de la capacité à faire métier, puisque ça c'est souvent le parent pauvre de nos plans projets. On raisonne beaucoup par l'IT, peu par le métier. Et quand une direction envoie 25 initiatives, il faut que derrière, ils aient la capacité à pouvoir nous accompagner sur ces initiatives. Donc pour notre contexte, le jour J, vous avez l'agenda sur la partie gauche. Vous voyez que le temps était assez contraint. On avait à peu près 3 heures où en introduction, on a rappelé les objectifs de la séance. Jérôme a fait le contexte business et a introduit et a briefé pour la liste de projets à arbitrer ou en tout cas à prioriser. On a fait une petite présentation de ce qu'on allait faire par l'exemple pour montrer voilà ce que ça va être, etc. juste avant la pause pour dire voilà ce que vous allez faire, etc. Et ensuite, le cœur du sujet, le forum. Donc c'est pendant ce temps-là où vous allez voir, hein, on va vous présenter après ce qui va se passer. La présentation du résultat, un petit rôti pour avoir les feedbacks des participants et puis les prochaines étapes. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Jérôme a fait un pitch de quelques minutes par sujet. Donc c'était tout timeboxé, chronométré, etc. Il y avait une fiche plastifiée par sujet. Donc c'était factuel, tangible. Chaque participant a la même somme de départ. Ça c'est très important. On pourrait penser que, je sais pas, je suis directeur juridique, j'ai 0 sujet, j'ai pas le même budget que le directeur marketing, par exemple, qui a 10 sujets. Non, là, le prétexte, effectivement, c'est vraiment un prétexte d'alignement. Les faire se parler entre eux, être alignés sur la stratégie d'entreprise autour d'une direction. Donc c'est important que chaque personne ait la même somme de départ. On avait 3 fourchettes financières. Alors vous allez dire, c'est plutôt des râteaux, on va y revenir, hein, mais entre 30 et 100K, on avait des sujets entre 100 et 300K et des sujets à plus de 300K euros. Et puis en direct, on mettait à jour le fichier pour que chaque participant voit où est-ce qu'on en est. Est-ce que le projet est financé insuffisamment, au minimum, au complet ou surfinancé? Alors rassurez-vous, surfinancé, ça n'arrivait jamais. Vous allez voir comment ça s'est passé après. Donc ce qu'on avait au départ, donc ce qu'on a sous les yeux, vous voyez tout en haut les représentants en fait, des différentes directions, direction générale, direction RH, gestion, marketing, etc., qui avaient un budget de départ, donc là on a mis 10 pour l'exemple.
On avait la liste des projets, des sujets, etc. Leur thématique, ce que disait Jérôme, hein, stratégique, BAU, etc. La fourchette estimée, avec voilà, où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est plutôt entre 100 et 300 cas, etc. Et en face, le niveau de financement. Donc vous allez voir après, on va décrire comment ça se passe concrètement. Alors effectivement, donc le résultat obtenu. Donc avant, donc il y avait vraiment une partie très physique et une partie un peu plus informatique. Donc le avant, c'est que effectivement, on avait, si vous voyez en haut à gauche, on avait toutes les petites fiches projet, donc que j'ai pitchées, tac tac tac. Et une fois qu'elles ont été pitchées, chacun des directeurs est venu après une fiche projet. On leur a donné des petits billets, on leur a fabriqué des billets, comme un Monopoly géant, et on leur a dit, bah allez-y, maintenant c'est à vous. Vous avez chacun la même somme de départ. Choisissez les sujets sur lesquels vous voulez investir. Donc les sujets sur lesquels ils investissaient étaient en bas à droite. Donc un coup, ils mettaient 10, un coup, ils mettaient 20, un coup, ils mettaient 30. Mais c'était prétexte à discussion entre eux sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas forcément, mais qui, avec les argumentaires du porteur, du sponsor du sujet, leur faisaient investir. Typiquement, je ne sais pas, un sujet réglementaire, le directeur du juridique disait, bah, celui-là, si tu mets 20 pour moi, potentiellement, c'est un peu de marchandage, quoi. Potentiellement, moi je mettrais 20 pour toi, mais je te dis pourquoi il faut le faire ou pourquoi il ne faut pas le faire. Donc très vite, il s'est dégagé sur certains sujets un consensus en disant oui, celui-là il faut le faire, celui-là on y va. On met chacun tous un petit peu pour aussi montrer que le collectif de direction veut partir sur ce sujet. Certains autres sujets écartés directement en disant bah ouais, ok, mon responsable de service le veut, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça a été très compliqué avec les métiers, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais arriver à faire sortir un ROI par les métiers, c'est parfois pas très très facile. Donc voilà, j'essayais de les accompagner sur le sujet, mais c'était pas toujours facile. Et puis certains sujets ont vu, voilà, il y avait vraiment une scission dans le comité de direction, en disant certains y croyaient, certains y croyaient pas. Donc bah voilà, il y a eu des discussions et puis ils sont arrivés à un consensus. Ou pas d'ailleurs, mais au moins on a eu un résultat derrière. Donc le après, vous le voyez sur le petit tableau, là c'est juste pour vous imaginer qu'à la fin de la réunion, on a eu des sujets à financement complet, financement partiel, à financement d'études seules, sans remise en cause de ce qui avait été décidé. Et donc vas-y Tony. Hop. Donc ça c'est le comité de direction qui est en train de travailler. Donc moi je suis à gauche. Donc ils sont en train de m'écouter pour les pitchs des sujets. Ils ont été super attentifs. Ils avaient tous leur ordinateur. J'avais peur qu'ils sont en train de faire autre chose. Non, ils ne l'ont pas fait. L'image en haut à gauche, c'est donc voilà, ils viennent de prendre une fiche. Ils ont tous leurs petits billets. Donc au début certains étaient frileux à l'idée de dire bah, si je donne trop, bah, j'aurai plus rien pour les sujets du bas. C'est arrivé parfois. Donc ils se faisaient de la monnaie entre eux. Enfin c'était voilà, c'était on s'était posé la question du billet physique et finalement les billets physiques ont eu un petit côté gaming qui les a sortis un petit peu peut-être de leur quotidien tout en les impliquant sur ce qu'ils avaient à faire. Et mettre un billet physique, c'est bête, mais ça donne aussi un petit budget, le budget qu'on a à la maison. Donc c'est un petit peu pareil. Donc ils ont brainstormé tous ensemble en se disant bah voilà, sur celui-là j'investis, sur celui-là j'investis pas, y compris ceux qui n'avaient pas de sujet. On avait par exemple le DRH qui lui n'a aucun sujet, mais qui a été très intéressé par certains sujets, pas par d'autres, qui avait une vision stratégique de certains sujets que les autres n'avaient pas forcément. Et puis, à la fin, donc on avait tous nos petites fiches projet avec les investissements retenus. Et en live, vas-y Tony, tac. Ça nous a donné, sur la liste des sujets, donc Tony qui était à côté, lui, mettait les montants qui étaient alloués à chaque directeur. Comme ça, chacun voyait exactement ce qui lui restait, en plus des billets physiques. Donc l'exercice a vraiment été fait tous les deux, et je leur remercie beaucoup. Et donc sur la liste des 20 sujets, ce qui était très important, c'était de se dire, d'une, on avait des sujets à financement complet, donc ceux-là, il n'y avait pas débat, il fallait les emmener. Des sujets à financement en mode MVP, c'est-à-dire que voilà, on étudie le sujet. On n'a pas forcément la capacité à tout financer, mais au moins on va être en mesure de sortir quelque chose qui satisfera le client final, que ce soit le client final internaute pour nous ou le collaborateur. Des sujets où il y a eu une petite, pas forcément de consensus, donc on a dit bah ok, il n'y a pas de consensus, donc celui-là on va l'étudier, on va analyser plus finement combien ça peut coûter et quel MVP on peut vous sortir pour voir si vous investissez dessus ou pas l'année prochaine. Et surtout, très important, enfin ce que je recherchais, c'était de dire que sur les 20 sujets, il y en avait 6, on n'en parlait plus.
Et c'était très important pour moi, en termes de communication, de dire, ben voilà, le comité de direction, en son âme et conscience, a dit, ça, on n'étudie pas. Donc, en gros, revenez pas vers moi pour dire oui, mais si, mais non, non, c'est non. Donc voilà, on se concentre sur ce qu'on a décidé de faire. Un petit complément peut-être par rapport aux fourchettes de tout à l'heure. Vous Ouais. saviez, il y avait entre 100 et 300 K, plus de 300 K. Les verts clairs, là, le minimum, entre guillemets, on a considéré entre 100 et 200 qu'on était sur un minimum, c'est-à-dire on allait avoir quelque chose, mais pas la totalité, entre 200 et 300. Là, on était plutôt sur quelque chose de complet. Alors, c'est perfectible, hein. Ça fait partie des axes d'amélioration qu'on évoquera tout à l'heure, mais voilà, on était parti sur ce principe-là, sur les financements minimum. On a eu des questions aussi autour de qu'est-ce qu'on a pour ça? Parce qu'en gros, ok, moi je veux bien mettre 100, mais j'ai quoi pour ça, etc. Donc voilà, on a eu ces questions-là. Donc on s'en est sorti, enfin surtout toi, parfois tant bien que mal, mais enfin, plutôt bien que mal. Mais en tout cas, voilà, c'était l'objet de l'exercice et on va y revenir hein, sur le retour d'expérience. Ouais, et pour les fourchettes prévisionnelles budgétaires, si elles sont très grandes aussi, c'est parce que mon idée de départ, c'était de faire chiffrer tout ça avant avant l'atelier. J'ai pas pu le faire. Donc le chiffrage, il a été fait à dire d'expert de moi-même. Donc à la fois sur la partie IT, sur la partie MOA, sur la partie stratégique. Je m'en suis bien sorti la plupart du temps, mais parfois je me suis planté. Donc voilà, je me suis planté. Je leur ai dit, c'est pas forcément fiable. Hein. Et donc les retours qu'on a eus, donc dans l'ensemble très positifs. Donc voilà, il y a quelques verbatim. En gros, ça a mis en visibilité quelques écarts de perception stratégique. On a eu des débats sur 2 sujets en particulier. C'était intéressant. Il y avait 2 côtés, personnes qui avaient compris certaines choses, d'autres différemment. Donc ça, c'est intéressant. Le fait d'avoir des vrais billets, ça rend l'exercice tangible. C'est-à-dire quand on dépense, on voit ce qu'on a pu. On voit ce qu'on dépense, mais on voit ce qu'on a pu. Donc ça, c'était hyper intéressant. Bluffant, c'est-à-dire 3 heures d'atelier, certes, c'est beaucoup, mais efficace. Ça remplace un peu les réunions parcellaires qu'on peut avoir, qui durent sur le temps et où on est sur des consensus entre guillemets mous, etc. Voilà, vraiment, on a vu vraiment un accueil positif. C'est vrai que ce que dit Tony, c'est important. On voulait éviter le consensus mou en disant, voilà, comme dit Tony, il n'y a pas de grand jour, mais c'en était un quand même. En se disant, voilà, on a décidé ça, peut-être qu'on s'est planté, mais on y va là-dessus. Donc le titre d'atelier, par contre, on a eu ce retour, donnait pas envie. On avait dit participatory budgeting, il y en a un qui nous a dit, moi quand j'ai vu ça, j'ai failli pas venir. Voilà, c'est clair. Voilà, le collectif aligné sur les priorités. Après, il y avait une crainte que ça soit remis en cause ensuite, parce que la directrice générale n'était pas là, volontairement. Elle avait laissé son codir arbitrer, mais ils avaient cette crainte de dire, ah, là, le résultat qu'on en ressort, on a toute l'histoire autour des 3 heures, on est capable de la raconter. Par contre, qui nous dit que ça ne va pas être remis en cause ensuite? Tu veux compléter peut-être? Non, c'est ça. Ok. Et donc, voilà, juste, reviens. Tu veux que je revienne? Ouais. Le but recherché a été atteint, à savoir d'aligner d'aligner tout le codir et d'en faire un grand vecteur de communication aussi. La déclinaison derrière, on va en parler, mais voilà, c'était vraiment les faire chercher. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner. C'était la première fois que ça se faisait. Et puis l'essai a été transformé, donc je vous parle de la saison 2 après. On a fait un petit rôti rapide, donc voilà, c'était très positif, hein, beaucoup de 5 et quelques 4, donc vraiment on a été agréablement surpris. Faut savoir quand même qu'on ne faisait pas les malins avec Jérôme les 2 mois de préparation avant, c'est nouveau à la Massif, on ne l'a jamais fait. On va faire une séance entre guillemets de Monopoly, si on vulgarise la chose, avec un comité de direction. Bon, voilà, quand on le présente comme ça... La peur du bide était prégnante. C'est ça. Donc ce qu'on en retient, c'est que c'est un atelier efficace et utile. Alors ça nécessite énormément de préparation. Voilà, 3 heures de comité de direction, déjà il faut le vendre. Il faut surtout bien le préparer, bien le timer, etc. Donc il y a une nécessité quand même d'élaborer des fiches projets assez complètes, claires, beaucoup de parties prenantes à impliquer. Donc ça c'est Jérôme qui l'a fait. L'importance du pitch aussi de chaque projet. Il faut être en capacité, là on est quand même sur des... on est encore à taille humaine. Il y a 40 on va dire, sujets à présenter. Jérôme, qui a un historique, est en capacité de les présenter. Comment ça se passerait avec plus de sujets à présenter,
un délai peut-être un peu plus long, etc. Il y a aussi ça. C'est effectivement la transversalité de la connaissance. Mon expérience, entre guillemets, au MFE me permet de parler de sujets de compta, des sujets d'actuariat, des sujets d'offres, des sujets de SI. Effectivement, sur une entreprise plus grande, ce serait peut-être un poil plus complexe. Beaucoup d'acculturation aussi, au préalable, même pendant l'exercice. C'est pour ça qu'on avait prévu dans le timing, lors du jour J, de sensibiliser les participants à ce qu'on allait faire, quel était l'intérêt, etc. On n'en fait jamais assez, clairement. Et puis la logistique, ça peut paraître un détail, mais c'est hyper important. On est allé d'abord dans la salle avant pour voir, etc. Et voilà, c'est très important d'avoir une plastifieuse. On n'en a plus dans les entreprises. L'exercice est vertueux. Il n'y avait aucun projet qui était finançable par une seule personne. Donc ça, c'est intéressant parce que ça oblige à la discussion. Donc quand Jérôme pitchait quelque chose, souvent c'était relayé par le directeur et la directrice relais, c'est-à-dire marketing, juridique, RH, etc. Ça conduisait forcément à une discussion. On devait décrire, etc., ce qu'il en était, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des projets qui ont été intégralement financés par des acteurs non partie prenante. C'est-à-dire que Jérôme pitchait, je prends l'exemple, la directrice marketing ou le directeur marketing prenait le relais et il se rendait compte que tout le monde était convaincu, il n'avait même pas mis un billet sur le sujet, le sujet qui était chez lui était financé. Ça, c'est hyper intéressant. On a eu vraiment la sensation d'avoir l'affirmation d'un collectif plutôt qu'une collection d'individus et surtout qui résonne par rapport à son business. Là, on raisonne vraiment par rapport à la stratégie et par rapport à la stratégie de la direction dans son ensemble, voire de la Massif pour le domaine finance épargne. Donc c'est vraiment partager l'importance relative de chaque sujet. Et ça, je pense que s'il y a un truc à retenir du participatory budgeting, c'est ça, clairement. Les écarts de perception stratégique, je l'ai évoqué, donc j'y reviens pas. La notion budgétaire, c'est vrai que quand on voit l'atelier, on se dit c'est un atelier budgétaire. En fait, non, clairement, c'est vraiment... La notion budgétaire est un prétexte à une discussion d'alignement, et c'est ce qu'on cherche. Et puis les biais physiques, on en a parlé, ça rend la démarche assez concrète. Et enfin, les axes d'amélioration. On a vu clairement que les acteurs étaient plutôt bienveillants, donc ça a influé clairement sur le résultat positif. On peut se poser la question comment ça se passerait dans un contexte un peu moins favorable. Comment ça pourrait se passer? Bon, on ne sait pas. Anticiper et fiabiliser la fourchette financière, bon ça Jérôme l'a évoqué, effectivement c'est pas toujours facile. En fait, faut trouver le bon niveau, le curseur entre suffisamment de préparation pour savoir ce qu'on a, mais en même temps pas trop, parce que le sujet peut être aussi arbitré et arbitré négativement. Parce qu'une initiative n'est qu'une initiative, et du coup, macro-chiffrer ça reste compliqué quand on a un plan projet qui vit, parce qu'il y avait celui de 2022 qui était en train de dire, il faut trouver le temps nécessaire avec les acteurs pour pouvoir se projeter sur les initiatives. Moi, c'est mon job, eux, ça ne l'est pas forcément tout le temps. Voilà. Et puis s'assurer que le résultat ne soit pas challengé, remis en cause ensuite, ça n'a pas été le cas. Le comité de direction a présenté et ça a emporté une adhésion. Et puis le nom de la réunion, j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué, anglais qui n'est clairement pas vendeur. Et donc, hasard du calendrier, c'est cet après-midi que je fais la saison 2 en atelier CODIR. Et donc, j'ai mis que c'était un budget participatif cet après-midi. Et on verra si j'ai le même nombre de participants. Si j'ai pas le même nombre de participants, sachez qu'ils sont 8 normalement. Ils ont chacun le même nombre de billets. S'il y en a un qui ne vient pas, je répartis les billets sur les autres. Et ça ne... c'est pas qu'il a rien à dire, mais voilà, il accepte la règle du jeu. En théorie. Et donc un an plus tard, le bilan, qui vous est présenté par Jérôme. Donc le bilan. Alors les points d'interrogation, c'est pas d'un point d'interrogation, c'est parce qu'il y a eu un petit souci de PDF, etc. etc. Donc les réussites, c'est qu'on a eu un plan projet 2023 validé et partagé, et donc une feuille de route claire, qui nous a permis de tracer ce qu'on allait faire et à quel moment. Ça, c'est le bon côté des choses, vous verrez le moins bon après. À date, 95% des sujets qu'on avait planifiés, alors que ce soit moi dans mon portefeuille, que j'avais choisi de prendre, ou ceux du comité de direction, ont été engagés. 25% sont encore en étude parce qu'ils sont encore très gros et qu'il y a d'autres aspects qu'on ne maîtrise pas forcément. 30% sont en réalisation et 40% sont au moins livrés partiellement. Ça veut dire qu'on a eu une forte mobilisation collective. Quand je dis collective, c'est de la direction, des métiers, de l'IT
des couches basses, enfin ce qu'on appelle les couches basses, pour toute la partie infra. Et ça, c'est vraiment le côté positif. Ça m'a permis de mettre en place des enveloppes métiers grâce à cette feuille de route. Donc l'optimisation du délai de réalisation pour les besoins à faible développement mais à forte valeur ajoutée. C'est souvent ce qui pêchait, c'est que un tout petit sujet de 5 jours était challengé avec un sujet de 800 jours. Ça ne marche pas dans la vraie vie. Et donc ça m'a permis de pouvoir développer ça et ça a bien marché cette année. Et enfin, un budget maîtrisé sur les axes métiers, IT et stratégique. On dépense ce qu'on a, pas plus, pas moins. Pas plus un peu des fois quand même, mais pas moins. On utilise notre capacité budgétaire. Les axes d'amélioration, c'est donc il n'y a pas eu de grand jour, mais il y a quand même eu un grand jour. C'est que fort de cet enthousiasme de la réussite de l'atelier, j'ai eu tendance peut-être à lancer tous les sujets d'un coup. Et malheureusement, quand on lance tous les sujets d'un coup, il y a un petit goulet d'étranglement, puisque nous, enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais on suit des phases. Il y a des études d'architecture, des rédactions d'épiques, d'US et de la réalisation. En lançant tous les sujets en même temps sur par exemple pour l'architecture, sur des petits services d'architecture, ils n'ont pas été en mesure de suivre le rythme et du coup, on a pris un petit peu de retard à ce niveau-là. Donc là, j'ai essayé cette année d'anticiper ça en envoyant d'ores et déjà des sujets en étude, des sujets que j'estime pouvoir emmener. Macro-chiffrage peut partager avec les parties prenantes, donc il avait été partagé avec moi-même. Donc là, pour fiabiliser les chiffrages, pour la saison 2, début juillet, je ne sais plus si je le mets dans le slide après, mais c'est pas grave, j'ai réuni les parties prenantes et j'ai fait une séance de poker planning géante en pitchant tous les nouveaux sujets, en leur disant, voilà, ça, vous estimez que c'est petit, grand, moyen, enfin bref, avec des tailles de t-shirt. Et après, moi, je les ai valorisés en euros, pour le coup, pour essayer au moins de donner des fourchettes un peu plus fiables à mon comité de direction. Et puis, le défaut des qualités de ce plan projet, c'est que c'est le manque de souplesse avec la feuille de route, comme elle a été figée très tôt, donc 6 mois avant le démarrage, puisque nos budgets annuels sont du 1er janvier au 31 décembre. C'est qu'on a eu dès le début de l'année un gros plomb réglementaire qu'on a été obligé de faire et qui du coup nous a obligés à décaler certains sujets et qui nous a pris une grande part de notre portefeuille. Et donc ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on a ce manque de souplesse est à travailler et qui va être nécessaire pour moi de mettre en place des révisions trimestrielles et de mieux communiquer sur ces révisions trimestrielles. Peut-être un petit complément par rapport à ce que dit Jérôme. C'est vrai que souvent on dit qu'il n'y a pas de grand jour, là c'en est un. Clairement, au bout de 3 heures, ça y est, on a un collectif aligné, c'est assez spectaculaire, etc. Et après, c'est vrai que la tendance, c'est de ne pas prévoir l'imprévu. Alors qu'il faut le prévoir, l'imprévu. En fait, il va y en avoir, la vraie vie en fait, nous rattrape. Et sur l'année qui vient, il faut se laisser un peu de souplesse dans le plan, au niveau budgétaire, mais pas que, aussi capacitaire. Et donc, c'est clairement l'axe d'amélioration. Avant, les priorisations, enfin, en tout cas dans un modèle un peu plus classique, c'est plutôt des choses qui se font au fil de l'eau. Donc ça a le mérite de détaler entre guillemets les choses. Là, c'est le jour J, ça y est, c'est bon, tout est aligné, on y va. Et donc, il faut quand même prévoir une petite souplesse. Et donc, la saison 2 qui commence cet après-midi. Donc on prend les mêmes et on recommence. Avec un budget un peu moins gros, malheureusement pour eux, j'ai envie de dire. Donc c'est cet après-midi, l'exercice sera quasi le même, avec plus de contraintes malheureusement. Donc je suis venu avec des fiches projets un peu mieux préparées cette année, puisque comme je vous disais, j'ai fait une séance collective de poker planning. Cette séance collective de poker planning a également permis d'impliquer les métiers et les IT sur un peu plus en amont pour qu'ils soient aussi partie prenante de tout cet exercice que je vais faire cet après-midi. Je ne le fais pas tout seul. Il y a une grosse équipe derrière. Donc voilà, ils sont d'ores et déjà impliqués. Et puis effectivement, l'adaptation du format, la prise en compte des contraintes de l'entreprise en 2024 avec notre changement de SI qui peut-être va venir percuter quand on aura fait. On a une migration de notre logiciel maison vers un progiciel. Il y aura forcément des adaptations puisque le Big Bang est prévu en mai de l'année prochaine. Donc il faut qu'on arrive à prévoir tout ça. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis si vous avez des questions, allez-y.
Participatory budgeting, c'est un rituel de SAFe. Est-ce que vous avez planifié de former le coder, par exemple dans le Leading SAFe, avant ou après cette session-là? Et est-ce qu'on peut plus formaliser les rituels au niveau timing dans l'année et tout ça? Ok, tu compléteras si besoin. Non, actuellement, à ma connaissance, ils ne sont pas formés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça émane d'une formation. Tous les responsables de portefeuille avaient été formés au Lean Portfolio Management de SAFe. Et ça émane de ça, cette idée qu'on avait échangée avec Jérôme. J'étais aussi partie prenante de cette formation. Ils n'ont pas été formés. Après, notre démarche, grosso modo, dans l'entreprise, au sens large, c'est plutôt de se dire quelles sont nos problématiques, qu'est-ce qu'on peut aller piocher sur les frameworks, sur étagère, qu'est-ce qui va répondre à nos problématiques. Donc c'est, on va dire, en plutôt le bon sens. Après, effectivement, si on doit aller plus loin sur un étage d'une portfolio, etc., avec d'autres pratiques connexes à celle-là, là, on enclenchera des formations, mais on le fait vraiment au fur et à mesure et petit à petit, et on se concentre vraiment sur nos problématiques, et ensuite on va piocher dans Safe, dans Scrum, dans tout ce qui existe, dans le Lean, etc. L'agilité au niveau du MFE, elle est encore pas assez balbutiement, mais voilà, elle se cherche encore un petit peu. On fait de l'agile en V, du V en agile. Enfin voilà, ça dépend des phases. Et ce que je cherchais à amener déjà, c'était de dire ce type de démarche peut fonctionner au sein d'un comité de direction, peut fonctionner à plus grande échelle au sein de la Massif. Ce que je souhaiterais l'année prochaine, les deux choses qui manquent là pour moi à date, c'est d'impliquer un plus grand collectif au comité de direction, des responsables de service, des IT, des utilisateurs, pourquoi pas, autour de grandes tables, pour donner encore plus de poids à ces investissements. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, je l'ai oublié, donc je vais pas vous la dire. J'ai oublié. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. En fait, tout le budget et toute la CAF de l'entreprise avait été allouée à l'exercice. Il y avait pas tout a été rempli finalement. Il n'y avait pas de variable d'ajustement pour justement permettre un peu d'agilité sur l'année prochaine pour prendre en charge des sujets qui n'étaient pas forcément prévus. En fait, cette agilité, je me l'étais donnée. On va dire que, allez, pour faire simple, si on avait 100 millions de budget, je leur demandais de choisir sur un budget de 50 millions et moi je me réservais les 50 millions autres pour pouvoir faire les sujets où il n'y avait pas besoin d'un consensus du comité de direction. Donc c'est sur ces 50 millions-là que j'ai pioché pour les sujets qui sont arrivés. Typiquement, début d'année, on a eu un fort sujet avec l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, où on a été obligé de faire les choses et donc on a pris sur cette capacité-là à faire sur ce budget-là. Merci. Merci messieurs pour cette présentation. Vous parliez tout à l'heure de formation au LPM. Est-ce qu'au préalable vous avez expérimenté justement un mode de gestion et de pilotage avec du LPM avant de vous lancer dans le participatory budgeting ou vous vous êtes lancé comme ça directement? Alors, dans le contexte finance-épargne, on s'est lancé comme ça, voilà, clairement. Après, dans d'autres contextes dans l'entreprise, moi, je ne suis pas dans finance-épargne, entre guillemets, dans la direction finance-épargne. Dans d'autres contextes de l'entreprise, on s'est inspiré quand même du Lean Portfolio Management pour notamment des questions de priorisation. On aura toujours plus d'idées que de moyens dans toutes les entreprises. Et sur les questions de priorisation, on a déjà fait l'exercice l'année dernière sur la priorisation transverse multi-portefeuille, à se dire quelles sont les règles qu'on peut se fixer, comment est-ce qu'on peut proposer des scénarios à la direction pour prioriser les sujets et que ça soit qu'on ait un formalisme commun et que ça soit compréhensible, intelligible pour la direction. Merci. Merci déjà pour la présentation. J'ai une petite question, je vais revenir sur les budgets. Alors j'ai deux questions. La première question par rapport aux fourchettes. Effectivement, il y a une fourchette très très large, celle de plus de 300K. Ma première question, c'est entre un sujet qui valait consommer après coup 400K et un autre qui comptait 1 million, comment est-ce que c'était géré au point de vue budgétaire? C'est-à-dire qu'on définit un plus de 300K, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que c'était simple à gérer, déjà, cette partie-là? Et la deuxième question, dans la foulée,
c'est un cas qui était entre 100 et 300 cas, donc pour lequel on estimait que c'était suffisant à un instant T. Hein. Si finalement on se rend compte que c'est plus le cas, est-ce que là, le codir, il est à l'aise avec le fait de dire bah, on n'a pas eu le bon chiffre, ce qui est entièrement normal hein, parfois. Comment on gérait cette valse budgétaire? Alors, sur la première question, le plus de 300K, effectivement, plus de 300, ça peut être 500, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions. Si le codir, ce que disait Tony tout à l'heure, le jeu, c'est un prétexte à choisir les investissements retenus. Quand ils disent, bah voilà, le sujet à plus de 300K, celui-là, je veux investir dessus, nous, on revient derrière quand même pour dire, bah voilà, le plus de 300, c'est 500, c'est 1 million, c'est 2 millions. Donc, si vous le voulez vraiment, ce sujet-là, sachez que ça va prendre sur d'autres sujets et qu'on l'étalera sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Mais vous l'aurez. Ça, c'est la première question. Et sur les donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc on revient vers le codir quand les sujets sont très gros quand même. Et puis sur les sujets entre 100 et 300K, s'il s'avère que c'est plus, là c'est pareil. En fait, on avertit juste qu'on dépasse un petit peu la fourchette. Et moi, il y en a qui ont coûté plus, il y en a qui ont coûté moins. Donc voilà, c'est un équilibre budgétaire à trouver. Et c'est tout au long de l'année, en fait, avec ma feuille de route et mon budget prévisionnel, j'en ajoute, j'en enlève. Et puis voilà, c'est un petit jeu. C'est une gestion en bon fer de famille, quelque part. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Voilà. Du coup, j'ai une dernière question. Je vais enchaîner. Je suis un bon père de famille, oui. Alors, ça, je juge pas, je sais pas. Non, mais parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a marqué là sur la fin, c'est l'espèce de budget un peu réservé qu'on ne présente pas au codir parce qu'on sait qu'on va avoir des changements demain. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas plutôt se lancer sur, ils ont le budget global avec toutes les composantes et on est à l'aise avec le fait demain que ce qu'on décide aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Alors, c'est pas qu'on le présente pas au codir. On le présente au codir, mais on leur demande pas d'investir. On leur demande pas de choses. C'était présenté. C'était du réservé. On leur dit voilà ce qui est réservé, voilà ce qui est réservé. Si jamais on a un aléa, potentiellement on va prendre dessus. C'était voilà. Pour la prochaine intervention, je signalerai pour le coup. Alors, une dernière, parce que ça c'est un jeu que j'aime beaucoup faire. Et effectivement, c'est très bien pour la transversalité, que les gens comprennent un petit peu les difficultés de chacun. Est-ce que dans la saison 2, vous avez prévu ou pas de présenter le macro-chiffrage fait en planning poker dans les fiches? Oui, alors je les ai pas ici, les fiches. Mais oui, j'ai en fait, dans ce que vous avez vu, tiens, reviens Tony. Hop. Celui-là. Ici, vous avez la fourchette. J'ai rajouté la colonne sur vraiment le macro-chiffrage. Donc le plus de 300K, ils verront quand c'est 500 ou quand c'est 1,5 million. Non, le insuffisant, il est basé sur, il sera quand même basé sur la fourchette pour savoir si on investit un minimum. En fait, c'est Tony qui avait ça, moi je sais pas faire. Hein. À chaque fois qu'il mettait, si par exemple il mettait 20 ici, 30 ici, 40 ici, la cellule c'est mathématiquement en fonction de la fourchette qui a été mise pour savoir si c'est minimum ou complet. Donc c'était c'était en live. Alors, et Tony n'étant pas là cet après-midi, je sais pas si ça va marcher. Voilà. On verra. Moi j'avais compris en fait. Je sais. Si je suis le seul, moi j'avais compris que ça suffisait, ça signifiait que la fourchette estimée n'était pas suffisante pour faire le. Ah non. C'est le niveau de financement, c'est pour savoir si on lance le sujet ou pas. Ouais. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si jamais il vous vient des questions, nos profils LinkedIn sont accessibles. Voilà, puis on sera ravis de partager notre expérience. Et voilà. Merci.